Bonjour à tous. Le 17 février dernier, Google a tenu un gros événement pour l'éducation. On voit qu'ils ont mis beaucoup de temps à préparer tout ça. C'était un événement d'1h45. On voit que c'est très important pour Google cette année. Ça a pris énormément de place. Ça a explosé. Les Google Classroom, à cause de la pandémie, a pris beaucoup de place. Et beaucoup d'outils qui étaient très peu utilisés avant, comme Google Meet, Jamboard, sont devenus vraiment importants. Alors, on voit que ça a bousculé la compagnie de ce côté-là et que maintenant, ils essayent d'offrir encore, de consolider un peu le fait qu'ils soient rentrés dans les écoles beaucoup plus qu'auparavant, qui a été beaucoup plus adopté par les enseignants. On voit qu'ils essaient de donner un peu d'amour à la plateforme pour essayer de faire en sorte que ça continue, que ça reste même après la pandémie, qu'on voit les avantages à utiliser ça. Alors, il y avait énormément de nouveautés ce 17 février 2021. Ça faisait beaucoup de choses à s'approprier. Je vais essayer dans cette vidéo de vous résumer ça, de vous présenter un peu ce qui est le plus important, ce qui change la vie des profs, ce qu'on va voir comme différence, ce qu'on peut attendre dans les prochains mois. Je vais essayer d'être le plus clair possible, quoique j'ai encore plusieurs questions. Beaucoup de ces choses-là ne sont pas encore disponibles. On ne les a pas essayées. Donc, ce n'est pas un tutoriel du tout. C'est juste pour avoir un aperçu de ce qu'on peut attendre dans les prochains mois et voir un peu la stratégie de Google. Parlant de stratégie, on va commencer par la première chose. Google a changé de nom. Il ne s'appelle plus G Suite pour l'éducation. Il s'appelle maintenant Google Workspace pour l'éducation. Google adore changer de nom. C'est pas la première fois qu'il change le nom d'un service pour offrir à peu près la même chose. Et bien là, maintenant, on est rendu avec Google Workspace pour l'éducation. Donc, si vous voyez ça dans vos choses, Workspace, eh bien, ce que ça veut dire, Google Workspace, c'est tout simplement la même chose que G Suite auparavant. Donc, la suite bureautique de Google avec plein d'options, plein de choses qui viennent avec. Donc, comme d'habitude, il n'y a rien qui change pour nous, c'est le même compte, la même chose, la même apparence, mais ils vont rajouter des fonctions et ça fait partie maintenant de Workspace. Autre chose côté business de la chose, c'est que maintenant Google est devenu payant. Ça fait déjà quelques mois qu'ils ont offert une version payante, ça date de cet automne. Ça s'appelait Google Entreprise pour l'éducation. Ce nom-là va avoir duré seulement quelques mois, puisque maintenant, il s'appelle Google Workspace pour l'éducation plus. Donc, entreprise, c'est l'équivalent de ce qu'on trouve dans Workspace pour l'éducation plus. Et pour l'instant, nous, à notre commission scolaire, on ne paye pas. C'est pas encore quelque chose qu'on a. Ça coûte quand même très cher. On est en essai, on est en train de voir ce que c'est, ce que ça représente, ce que ça va. Beaucoup de choses qui faisaient partie de Google Entreprise, donc maintenant de Éducation Plus, concernent Google Meet. Donc, dans la mesure où on arrête d'utiliser Google Meet puisque la pandémie se calme, si on a moins besoin d'utiliser Meet, ben on a moins besoin de payer pour Google. Mais une nouveauté vraiment importante, c'est que maintenant Google n'est plus illimité. C'est plus un service illimité. Avant, c'était facile de dire à un enseignant, fais n'importe quoi, peu importe, on accumule ça, ça s'en va dans Google Drive et de toute façon, on a illimité d'espace, donc il ne faut pas se gêner de l'utiliser. C'est terminé. Maintenant, on a un pool. C'est un pool total qu'on doit se séparer. Ce n'est pas encore effectif, ça va rentrer dans plus d'un an. Ça va être effectif dans plus d'un an, mais on voit que ça s'en vient. On voit la stratégie de Google de se définir de plus en plus. Donc, ça va être un gros pool pour chaque commission scolaire et chaque centre de service, pardon. Et donc, chaque centre de service va avoir un pool de 100 Tera et se sépare ça entre profs. Donc, on n'a pas à gérer notre capacité comme enseignant, on n'a pas à gérer la capacité de ce qu'on utilise puis tout ça. C'est simplement que sur le plan de la commission du centre de service, il ne faut pas dépasser ce pool-là de 100. Et plus on paye, évidemment, il y a maintenant 4 forfaits différents, le 3 payant, 1 gratuit. Le gratuit, mais il n'y a rien qui change. Il y a simplement des petites choses qui vont s'améliorer avec le temps. C'est ce que je vais vous présenter dans quelques minutes. Le deuxième forfait, c'est concernant plus les admins, les administrateurs, tout ça, ça nous concerne moins. Le troisième, c'est celui où on voit la différence comme enseignant, où on voit les ajouts dans Google Meet. On a des nouveautés dans Classroom qui sont particulières à ce forfait-là ici, qui vont être disponibles seulement si on le paye. Et le dernier, c'est le service complet, là, avec autant les services pour les administrateurs en arrière que
les services pour enseignants. C'est comme le service le plus sécuritaire, le plus complet. Alors, pour l'instant, tout ça, on est en train de regarder ça, de voir ce que ça comprend. Tout ça, ça fait beaucoup de choses à essayer et à digérer et les prix sont quand même importants. On voit que Google s'est rendu un peu essentiel dans les milieux qui y ont goûté. En plus, avec la combinaison avec les Chromebooks, qui sont des appareils faciles à acheter, faciles à déployer, on voit que maintenant, ils essayent de monétiser ça et de même peut-être de tasser un peu plus Microsoft, de mettre Microsoft de côté et de prendre de plus en plus de place. Donc, c'est de la stratégie des GAFA. Nous, on regarde ça comme enseignants et on dit OK, on essaie de se débrouiller au milieu de ça et d'enseigner le mieux possible avec le numérique. On commence par les nouveautés de Meet. Beaucoup d'amour a été donné à Meet depuis 1 an. C'est un service qui était, comme je disais, très peu utilisé, très neuf. Ça remplaçait Hangout, encore un changement de nom, et Google Meet n'arrête pas de s'améliorer. Alors, maintenant, pour tout le monde, pas besoin de payer, on va avoir la fonction très attendue de terminer les appels de tous en même temps. Donc, auparavant, comme enseignant, il fallait s'assurer, il faut encore d'ailleurs le faire, s'assurer que tous les élèves sont partis avant de nous-mêmes raccrocher. Si on s'en va, on peut laisser les élèves dans l'appel Meet et les élèves continuent de faire quoi que ce soit, de parler entre eux, tout ça. Alors maintenant, il va y avoir un bouton qui nous permet de terminer l'appel pour tous les participants. Donc, on s'assure que les élèves ne restent pas là après qu'on soit parti. Très intéressant, très attendu. On m'a demandé cette question-là beaucoup. Autre chose qu'on m'a beaucoup demandé, c'est couper le son. Maintenant, on a l'occasion, un bouton pour couper le son de tous les participants en même temps. Ça va être disponible à tous aussi, pas besoin de payer. Seul l'autre a cette fonction-là. Il n'y a pas les élèves n'auront pas cette fonction-là, évidemment. Tous les administrateurs de la réunion auront cette fonction-là. Et on ne peut pas remettre le son à un élève, on ne peut pas le forcer à distance à rouvrir son micro, mais on va pouvoir les empêcher d'ouvrir le micro. Donc, on va pouvoir couper le son et en plus les empêcher de remettre le son si on a envie, si on ne veut vraiment pas les entendre. Alors ça, c'est une nouveauté, donc plus de raffinement côté dans le contrôle qu'on a sur les élèves dans un Google Meet. Alors c'est un peu, on voit un extrait ici, un peu comment ça fonctionne. Alors c'est simplement des interrupteurs comme ça qui nous permettent de leur donner ou pas le contrôle de rouvrir le son. Il y a une meilleure intégration de Meet dans Classroom. Quand c'est arrivé, Meet intégré à Classroom, on prenait pour acquis les enseignants et les enseignantes à qui je parlais prenaient pour acquis que les seules personnes qui pouvaient rentrer dans le Meet étaient les élèves qui étaient inscrits au cours Classroom. Ce n'était pas le cas, mais maintenant, ça va l'être. Alors, si on a un cours avec 30 élèves, il y a seulement ces 30 élèves-là qui vont pouvoir utiliser le lien Meet du Classroom. Maintenant, ça va devenir la norme. Encore là, ce que je vous dis, c'est inclus pour tout le monde. On revient au forfait tout à l'heure, c'est pas quand on a un des 3 forfaits payants, c'est vraiment ça, si j'ai bien compris, c'est des fonctions qui vont être disponibles à tous. Alors là, ça va nous permettre de simplement accueillir les élèves. On est sûr que c'est les bons élèves, que ce pas des élèves de d'autres classes, tout ça. Dès qu'on utilise le lien du Classroom, ça va être beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus facile de faire la gestion de tout ça. On voit que c'est des choses qui ont été beaucoup demandées à Google. Beaucoup de monde ont vécu des interruptions de service. Tu sais, quand un élève rentre et qu'il n'y a pas d'affaires là, puis tout ça, ça devrait être terminé avec cette fonction-là en utilisant le lien dans Classroom. Autre chose très importante, si on est plusieurs enseignants, par exemple, quand on enseigne, on a certains contrôles, comme on vient de voir sur le son des élèves, sur qui peut rentrer, tout ça, on a certains contrôles, mais s'il y a simplement l'enseignant qui a commencé, qui a cliqué en premier sur ce lien-là, qui a les contrôles sur la réunion, si on invite un autre enseignant pour venir nous aider à enseigner, cet autre enseignant-là n'a pas de contrôle. Mais comme pour les élèves qui font partie du Classroom, c'est les seuls à rentrer dans le Classroom, mais les co-enseignants d'un cours vont aussi être en mesure de contrôler le cours, pas simplement l'enseignant qui a commencé le lien Meet. Donc, ça donne accès à beaucoup plus de contrôle à plusieurs. Ça, c'est vraiment, ça peut vraiment être intéressant si on est plusieurs enseignants dans un cours qui se partagent un bassin d'élèves. Eh bien, tout le monde a les mêmes contrôles. Donc, quelqu'un peut s'occuper de contrôler la réunion pendant que l'autre passe plus de temps à enseigner sans avoir à s'occuper du côté technique. Autre chose dans Google Meet, il va y avoir les réactions en direct.
Ça ressemble vraiment beaucoup à l'extension Node qui avait été installée pour tout le monde dans le centre de services scolaire de Mille-Îles. Maintenant, ça va être intégré à Google Meet. Comme on le voit à l'écran, c'est un petit bouton comme ça qui nous permet d'avoir des réactions. Et encore là, ils n'ont pas nécessairement le droit de l'utiliser. C'est simplement quand on active la fonction que les élèves peuvent l'utiliser. Ils vont même pouvoir changer la couleur de la peau du bonhomme qu'ils vont utiliser. Meilleure performance, donc, mais ne cesse de s'améliorer, même si des fois on ne s'en rend pas compte immédiatement, mais il n'arrête pas d'améliorer sa façon de fonctionner, d'essayer d'être moins gourmand en données. Et meilleure performance sur Chromebook aussi pour la vidéo et multitâche. Donc, c'est des choses qui s'en viennent vraiment pour aider à enseigner partout. Vous allez voir qu'il y a cette préoccupation-là, qu'on voit que c'est arrivé avec la pandémie de COVID-19. On voit qu'il y a beaucoup de nouveautés qui concernent les élèves qui ont accès à un Chromebook. Souvent, c'est leur premier ordinateur et souvent, ils sont dans des milieux de pauvreté, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, ils n'ont pas nécessairement une bonne connexion Internet, tout ça. Donc, il y a plusieurs des nouveautés, je vais y revenir tout au long, que ça concerne ça, là, ça pourrait aider avec des connexions qui sont un petit peu plus faibles, pouvoir télécharger ces choses, tout ça. Donc, c'est vraiment une belle attention. Ça, je suis très content de voir ça, tout ça. Et c'est des choses pour lesquelles on ne peut pas les juger encore. Bon, on va le voir quand on va l'essayer. Les performances sur Chromebook sont supposées être vraiment, vraiment améliorées. Alors, on va voir, l'intégration est meilleure. On va voir ce que ça veut dire. Maintenant, la chose qui, moi, m'intéresse le plus, c'est les nouveautés dans Classroom. Parce que Meet, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas à quel point on va continuer d'utiliser les Google Meet. Mais Classroom, souvent, c'est ça qui va rester. J'utilisais Classroom bien avant la pandémie. C'était mon moyen d'organiser les travaux de la classe, d'organiser la vie de la classe. C'était ce qui prenait... J'adorais utiliser Classroom en classe. Alors ça, toutes les nouveautés qui arrivent sont les bienvenues parce qu'ils ne sont pas en lien nécessairement avec la pandémie et c'est génial. Alors, ça c'est payant. Ça fait partie des forfaits payants. Donc, ce n'est pas dans la version gratuite. Alors, si on finit par peut-être payer pour Google, on va avoir accès à ça. Mais dites-vous que si vous voyez cette nouveauté-là d'intégration de modules éducationnels dans Classroom, si vous entendez parler de ça, prenez pas pour acquis qu'on va l'avoir automatiquement. C'est vraiment quelque chose qui va venir seulement si on paye. Et en ce moment non plus, on ne sait pas ce qui va être disponible dans ce module. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un peu comme des extensions, mais pour Classroom. C'est un peu comme des modules complémentaires de Classroom. En ce moment, ils ont annoncé des choses comme Kahoot, des choses comme Adobe Spark. C'est des beaux services qui existent déjà pour l'éducation. Et c'est un peu un moyen d'utiliser ces services-là, mais en restant dans Classroom. Alors nous, on peut aller les préparer dans le service externe, comme par exemple, on va aller se préparer Spark, qu'est-ce qu'on veut donner à nos élèves. Et par exemple, on prépare notre quiz, par exemple, et on vient le donner comme devoir dans Classroom. Mais l'élève, lui, il n'a pas à sortir, il n'a pas à ouvrir un nouvel onglet, sortir, aller faire son truc, revenir et avoir une autre connexion, un autre compte. Ça fait toute partie du même service dans Google. Et d'ailleurs, cette idée de compte, moi, ça me fait vraiment, ça me fait me questionner. Je ne sais pas exactement comment Google va gérer ça. C'est des services qui sont souvent payants. Tous ces services-là pour l'éducation, ils ont un volet gratuit et un volet payant. Et ils ont intérêt à ce qu'on paye, puis tout ça. Est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'on paye? Qu'est-ce qui arrive quand on ne paye pas? Est-ce que c'est disponible quand même? Donc, tout le côté argent qui paye, les comptes, tout ça, comment ça fonctionne, on n'a encore aucun détail. On a simplement vu que quand on paye pour Google, pour le forfait de Google, on va avoir accès à des modules internes comme ça qu'on va pouvoir utiliser. Je m'attends à avoir des services très, très, très populaires comme Quizzes, Edpuzzle, tout ça, mais pour l'instant, c'est simplement moi, c'est simplement mon feeling. Je ne sais pas, il n'y a pas d'annonce qui a été faite en tant que telle, mais c'est un service qui va rendre Classroom beaucoup plus riche quand ça va être en place. Ça va le rendre plus riche que de simplement mettre des liens qui mènent à l'extérieur de Classroom. Donc, ça va se passer un petit peu plus dans l'interface de Classroom. C'est à voir. Une autre chose qui s'en vient, c'est un moyen de suivre l'engagement des élèves. Ça, c'est supposé arriver plus tard cette année. Ça nous permet d'avoir, si j'ai bien compris, ça va être dans l'onglet participants. Donc, au lieu de simplement avoir une liste de participants dans l'onglet participants,
on va avoir accès à tout un paquet de notre liste d'élèves, mais en même temps, on va pouvoir cliquer sur différentes colonnes. Donc, la dernière activité, voir toutes les dernières activités qu'il y a eu dans notre classroom, les dernières soumissions, les derniers commentaires. Donc, j'aime bien cette façon de se séparer là. On veut s'occuper de voir tous les commentaires qu'il y a eu dans notre classroom. On va pouvoir cliquer sur la section commentaires et voir tous les commentaires, les prendre en ordre, tout ça, cliquer dessus pour aller directement. Donc, ça va être une belle manière de voir ce qui s'est passé dans Classroom. C'est un peu comme un centre de notification pour voir la participation. On voit les dernières connexions des élèves. Donc, un élève qui nous dit ouais, j'ai travaillé, j'ai juste pas eu le temps de finir. On peut aller voir la dernière fois qu'il s'est connecté qu'il y a eu une activité dans Classroom. Donc, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Ça nous donne l'heure juste sur ce qui se passe dans notre classe, surtout à distance. Donc, ça va être très attendu. Ça nous donne aussi un autre moyen pour se enlever, j'imagine, ça c'est à voir encore là, il va falloir l'essayer, mais souvent on dépend beaucoup des courriels avec Classroom, c'est comme notre centre de notification, c'est les courriels. Peut-être que ça va être un moyen de remplacer les courriels puis d'enfin baisser notre lot de courriels qu'on reçoit tout le temps. Donc, très très belle nouveauté, j'ai vraiment juste très hâte de l'essayer. Autre chose, ça c'est pour la version mobile de Classroom, il va y avoir une meilleure façon de prendre les photos. Auparavant, on pouvait expliquer à l'élève de s'installer un scanner, par exemple, une application de scan sur son appareil mobile et ensuite de prendre une photo, prendre un scan au lieu de prendre une simple photo. Donc, c'est plus facile pour l'enseignant de voir le travail et de le corriger. Maintenant, le scan va être intégré à l'application mobile. Donc, ça, c'est alléluia, c'est génial. On va pouvoir prendre plusieurs photos en même temps et les regrouper dans un document parce qu'en ce moment, chaque photo qu'on prend est un document séparé si par exemple on prend 6 photos, mais dans le travail de l'élève, il y aura 6 photos jointes dans son travail. Donc, il faut les consulter une par une, tandis que là, ça va être un seul document qui vont tout être regroupés en même temps. Très bonne chose, avec en plus des contrôles, pour changer la luminosité, changer le cadrage, tout ça. Donc, c'est vraiment des beaux petits ajouts qui sont très, très, très attendus. Il va y avoir un mode hors connexion sur mobile. Ça, j'ai vraiment hâte de le voir, là. Si j'ai bien compris, c'est que l'élève va pouvoir, par exemple, ouvrir Classroom. On imagine l'élève qui se promène avec son Chromebook, là. Il pourrait être en classe avec une bonne connexion Internet. Il ouvre son Classroom, il vient télécharger ça va être comme un bouton pour télécharger une tâche, un devoir dans Classroom. Et ce que ça va faire, c'est que ça va télécharger tous les documents liés à ce devoir-là pour pouvoir le faire hors connexion. Donc, c'est comme si on venait de dire à Classroom, ça, je vais le faire hors connexion. Donne-moi toutes les ressources nécessaires pour le faire correctement de mon côté quand je vais être à la maison sans connexion. Et une fois que l'élève est sans connexion et travaille sur son truc, se sauvegarde sur son appareil. Et dès qu'il retourne en mode connexion, dès qu'il retourne dans un environnement de Wi-Fi, il va pouvoir rendre son travail et toutes ces modifications au travail vont être remises dans le nuage. Donc, c'est un moyen encore là pour des élèves qui n'ont pas un accès facile au Wi-Fi. C'est génial, j'adore ça, c'est à voir. Et ça a l'air assez simple de ce que j'en ai vu. Ça va être un bouton, on télécharge, puis tout ça, donc c'est génial. Alors, beaucoup de nouveautés côté application mobile pour rendre ces travaux, mais aussi pour les corriger. Pour les enseignants, il y a beaucoup plus d'options de manière mobile de corriger les travaux et de naviguer entre les travaux de ces élèves. Donc, ça a été présenté et ça a été vraiment, ça a l'air d'être des belles nouveautés, mais encore là, c'est pas un tutoriel, je ne les ai pas essayés, c'est pas encore disponible. J'ai hâte de voir. Parlant de disponibilité, ça, c'est déjà presque disponible pour les gens qui s'inscrivent à un programme bêta, donc ça s'en vient. J'imagine qu'on va voir ça, que ça va être prêt au moins pour septembre prochain. C'est la sauvegarde dans formulaire. Ça aussi, c'est pris pour acquis que les gens qui ne sont pas encore habitués d'utiliser des formulaires, quand ils commencent, ils prennent pour acquis que quand l'élève remplit un formulaire, les choses se sauvegardent automatiquement. Mais non, il faut cliquer sur le bouton « Envoyer », sinon l'élève perd tout son cheminement dans le formulaire. Si par exemple l'élève arrête en plein milieu d'un long formulaire, parce que la cloche sonne ou qu'il manque d'électricité ou je ne sais pas, bien tout est perdu la fois suivante quand la page se rafraîchit, tout ça, donc il n'y a plus rien. Il n'y avait pas
cette façon-là d'enregistrer qu'il y a dans tous les documents Google. C'est ce qui portait à confusion, c'est que dès qu'on est dans Google, habituellement, tout ce qu'on fait, ça s'enregistre à mesure qu'on le fait. On construit le formulaire, puis il s'enregistre à mesure qu'on le construit. Mais quand on le remplit, c'est pas le cas. C'est fini maintenant, ça va arriver dans les prochains mois. Comme je vous dis, il n'y a pas encore de date, mais il y a déjà une annonce de bêta disponible. Mais ça devrait être le cas maintenant. Ça va être écrit qu'à mesure qu'on écrit, ça va être comme dans le reste des documents Google, ça va être écrit vos changements sont enregistrés. Donc, on va avoir jusqu'à 30 jours après l'enregistrement pour aller modifier nos réponses avant de cliquer définitivement sur le bouton envoyer et faire en sorte que c'est terminé. Alors ça, c'est génial. C'est juste quelque chose qui manquait auparavant. C'est une chose à laquelle les enseignants devaient penser tout le temps, de ne pas faire des formulaires trop longs. Là, on va pouvoir faire des bons, longs formulaires. Mais tu sais, on va pouvoir faire en fait ce qu'on veut sans craindre que les élèves perdent leur contribution. Donc, j'adore cette nouveauté. Autre chose très agréable, c'est l'historique dans Jamboard. En ce moment, Jamboard, si on l'envoie aux élèves, c'est un peu le bordel facilement. On ne sait pas qui a fait quoi quand. Donc, ça peut peut-être... on le voit quand on est là live, on le voit ce qu'ils font, on voit qui fait quoi. Mais une fois que c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière puis voir l'historique. Là, on va pouvoir avoir, comme dans tous les autres documents Google, un historique des soumissions. Donc, ça va être vraiment, on va voir à quel point le Jamboard évolue dans le temps. Donc, encore un bel ajout pour rendre ça un petit peu plus agréable d'utiliser ces outils-là et plus de contrôle pour l'enseignant. Donc, c'est génial. Parlant de contrôle, une chose qui manquait beaucoup à Classroom, c'est la mise en forme de texte enrichi. C'est quoi les textes enrichis? C'est pour pouvoir mettre des lettres, des mots en gras, pouvoir souligner, mettre en italique, utiliser des listes à points. Donc ça s'en vient. Il n'y aura pas un choix de typographie comme dans un éditeur de documents. On n'est pas rendu là encore, mais ça s'en vient, puis on dirait que ça s'en vient bientôt. Donc j'ai très très hâte. Ça va pouvoir nous permettre de donner des instructions dans Classroom qui sont beaucoup plus riches, avec des mots en gras, des bouts de phrases en gras, avec des listes. Donc ça va être, c'est très 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 attendu cette fonction-là qu'on retrouve à peu près partout ailleurs, mais qui n'était pas encore disponible dans Google Classroom. Alors là, ça c'est génial. Autre nouveauté, c'est l'intégration de CS First. CS First, c'est un programme qui permet de coder, d'apprendre à coder, dans le fond, avec les outils Google. C'est un programme qui existe depuis quelques années chez Google, mais là, de plus en plus, c'est connecté à Classroom. Au fond, on se connecte à CS First avec notre compte habituel de Google. Une fois qu'on est connecté, eh bien, on a accès à tout un paquet de plans de travail comme ça qui sont tout faits. Donc, ça nous permet de donner des tâches aux élèves qui vont leur apprendre à coder et tout l'échéancier, tout est fait, là, tout est là et on peut les publier directement dans nos classes Classroom. Donc, l'intégration avec CS First et Classroom est là. On vient importer nos classes Classroom dans CS First et on peut l'utiliser. Donc, avis aux enseignants et enseignantes qui veulent intégrer un petit peu plus de codage. Ça peut être quelque chose à explorer, CS First. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour apprendre à coder. Ça peut être vraiment intéressant. Et j'en ai pas beaucoup parlé, moi, jusqu'à maintenant, parce qu'il n'y avait pas grand-chose en français. En fait, il n'y avait rien en français, mais ça change au fil des mois. Il y a de plus en plus de choses en français. Donc maintenant, ça commence à valoir la peine de regarder ça quand on est au Québec. Alors, CS First, l'intégration, une petite nouveauté, mais ça peut être intéressant pour certains enseignants. Des nouveautés pour les Chromebooks. Maintenant, il va y avoir un moyen d'enregistrer directement l'écran du Chromebook. C'est l'équivalent de ce qu'on fait avec Screencastify, avec Loom, sauf que là, c'est intégré dans l'ordinateur, intégré dans le Chromebook, pardon. Ça vient avec la prochaine mise à jour du mois de mars. Moi, je l'ai déjà essayé, ça fonctionne vraiment très bien. C'est super simple en plus. C'est dans le petit crayon qu'on a en bas de l'écran. On a les options pour utiliser le stylet. Et bien, on a aussi l'option de capture d'écran ou le bouton en haut du chiffre 5 sur le Chromebook enseignant. Et ça nous permet d'enregistrer l'écran, de faire une capture d'une partie de l'écran, d'une fenêtre dans l'écran ou de tout l'écran au complet. Soit une capture vidéo, soit une capture photo. Ça enregistre la voix.
Ensuite, ça se sauvegarde ou nos sauvegardes se font automatiquement quand on fait une capture d'écran. Moi, je me suis fait une sauvegarde directement dans mon Google Drive, donc ça s'en va directement dans le bon fichier dans Drive. C'est comme un Screencastify intégré à notre machine. Très intéressant parce que c'est pas un autre compte, une autre chose, tout ça, ça fait partie de la machine. Et donc, il n'y a pas de limite de temps et tout ça. Ça ne fait pas partie d'un compte, ça. Et les élèves vont avoir accès aussi à ça. Dans le fond, c'est quelque chose qui va être à travers tous les Chromebooks. Donc, dès qu'on a un Chromebook, on va avoir un outil de capture vidéo de l'écran, capture photo, intégré dans la machine. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Amélioration des mesures d'aide aussi. Pour les personnes qui ont besoin de mesures d'aide, mais tout ça, ça se raffine beaucoup. Il y a beaucoup d'attention qui est donnée à ce niveau-là. Et il y a des choses qui s'en viennent sur ce plan-là dans les prochains mois. Alors voilà, ça fait le tour à peu près des nouveautés qui concernent l'enseignement. Beaucoup de choses gratuites, je suis très content. C'est pas comme si tout devenait payant maintenant parce qu'il y a un volet payant à Google. Alors, restez à l'écoute pour les prochaines vidéos parce que tout ça va faire l'objet de tutoriels pour voir comment on les utilise et surtout comment on peut les utiliser en classe pour améliorer l'enseignement. Beaucoup de numérique a été utilisé depuis la dernière année. Il y a eu une explosion du numérique en classe et beaucoup d'appareils ont été achetés. Maintenant, il s'agit de voir comment on peut les utiliser le mieux possible de manière pédagogique, juste pour mieux enseigner, juste pour être meilleur. Et avec les nouveaux outils de Google, ça va sûrement être plus facile de faire tout ça. Plus les outils sont fluides et raffinés, plus on peut se permettre d'enseigner tranquille, comme on a toujours fait. Mon nom est Alexandre Bézinec, conseiller pédagogique de la compétence numérique. N'hésitez pas à m'écrire pour toute question, ça va me faire plaisir de voir comment je peux vous aider.